Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de vegan. Alors pour commencer, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je serai à Bordeaux le 10 juin pour le Green Market. Alors ça se passera l'après-midi, je ferai des dédicaces, je serai là. Donc n'hésitez pas à venir et on en reparlera d'ici là. Mais prenez date, si vous êtes à Bordeaux ou dans la région, vous avez envie de me rencontrer, c'est l'occasion. Voilà. Sur ce, on va commencer la semaine, hein, puisque ça, c'est bien plus tard. Et on a des choses à voir ensemble, sans plus attendre. Non mais dites donc, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé d'un produit issu du catalogue de Coro.fr, un des partenaires fidèles de la chaîne, depuis un sacré bout de temps maintenant. Et pourtant, ça bouge toujours au catalogue en termes de produits vegan, et j'ai eu envie de tester un produit un peu... je sais pas. Enfin, bon. Disons que c'est pas le type de produit qui m'a laissé un bon souvenir dans l'histoire de mon alimentation végétale. Il s'agit d'une préparation pour burger vegan sèche qu'on va réhydrater soi-même. Alors, sur le papier, j'ai rien contre. Je trouve ça vraiment pertinent d'avoir une préparation qui se garde à température ambiante et on a juste à rajouter de l'eau, laisser poser, façonner, faire cuire. Sur le concept, c'est très bien. Seul problème, c'est que moi, dans mes vieux souvenirs, on parle quand même de la milieu des années 80, début 90, à chaque fois qu'on trouvait ce genre de mélange pour burger dans les magasins bio, c'était vraiment pas bon du tout et ça se tenait pas. Donc c'était un produit hautement déceptif. Pourtant, en bon professionnel que je suis, je dois mettre mes a priori de côté et faire un test digne de ce nom avec le nouveau produit Coro qui nous permet donc de créer notre simili carné maison tout en ayant un produit facile à utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, on est juste avec un produit sec, on va rajouter de l'eau, on laisse poser, on façonne, on fait cuire et on en saura plus. Mais avant ça, un peu de lecture sur la composition, parce que burger vegan, ça veut dire quoi? Alors voyons, c'est écrit en tout petit. Alors, nous avons des granulés de soja, concentré de protéines de soja. Bon, donc ça, c'est du soja texturé, on a compris. Arôme naturel, farine protéinée de soja, ok. Farine de sarrasin, légumes, oignons, tomates, poivrons, betterave, ail, sel marin, sucre de canne brute, épices, moutarde, herbes, jus de citron, sel fumé. Ok. Ok, donc ça va être l'assemblage de la farine de sarrasin et la farine de protéines de soja qui va faire le liant avec l'humidité pour tenir la protéine ensemble. C'est assez cohérent et je trouve ça plutôt intéressant. Bon, alors par contre, je vais diviser par 10 parce que là, on a 300 grammes de produits secs, il va falloir rajouter 600 ml d'eau pour faire le contenu sachet et ça nous donne à peu près 15 steaks à burger. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc je pense que je vais diviser simplement par 10 et partir sur 30 grammes de ce mélange, plus 60 ml d'eau, tout simplement. Alors par contre, je ne vais pas me faire piéger et juste verser sur la balance les 30 grammes, parce que je sens qu'on a une partie très granulée au-dessus et très poudre en dessous. Donc ce ne sera pas uniforme. Donc pour m'aider dans la tâche, je vais transvaser tout ça dans un petit mason jar, comme ça, qu'on trouve aussi sur le site de Coro.fr d'ailleurs. Et comme ça, je vais pouvoir checker et puis ce sera plus uniforme. Et puis comme ça, je le conserverai là-dedans. Je m'étais pas trompé, hein. On a la partie poudre au-dessus et protéines en dessous. Donc, c'est l'heure. Beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Je vais donc prendre 30 grammes de cette préparation.
Voilà. Hop là. Et j'ajoute 60 ml d'eau froide à ma poudre. Mélangeons. Alors comme ça fait très liquide. On va voir, il faut que ça pose pendant 20 minutes. En tout cas, la poudre est bien soluble et ça dégage déjà un nez. Bah, alors de loin, ça me fait penser à une odeur de Beyond Meat. C'est assez marrant. Bon, moi, j'ai mis le bol avec la préparation au réfrigérateur pour patienter les 20 minutes de pause. Parce que d'expérience, je sais que quand on fait ce genre de préparation en réhydratation, il y a un meilleur résultat en gardant au froid plutôt que de laisser en température ambiante. Donc par réflexe, c'est ce que j'ai fait. C'est à prendre en compte selon la réussite ou le ratage de la recette. Ça, on verra bien. Mais puisque nous avons 20 minutes devant nous, j'en profite pour vous parler de mon partenaire du jour, Coro.fr. Et oui, bon, c'est simple, vous avez un code promo, Sébastien Cardinal, qui vous donne moins 5% sur votre commande sur le site Coro.fr. Et sur Coro.fr, vous trouverez énormément de produits véganes qui vous seront livrés à domicile et qui sont souvent en très grand format, donc assez économiques. La majorité des produits sont bio et vous commencez à le savoir, moi je suis hyper fidèle à la boutique. Si je regarde autour de moi, je vois des produits Coro partout parce que on y revient avec Laura systématiquement. On a nos préférences, on recommande à chaque fois des mêmes choses et aussi on se laisse tenter par les nouveautés. C'est le cas par exemple pour cette préparation à burger vegan. Donc si vous aussi vous avez envie de vous simplifier la vie, vous savez où aller. Et n'oubliez pas le petit code. Bon, alors, voyons ça. Alors, ah bah ça s'est bien raffermi. Vous vous souvenez? C'était bien liquide. Et là, je suis content. Et alors je persiste, ça a une odeur de Beyond Meat. Ok, bon, bah faut façonner ça. Donc, main humide. Ok, c'est là que tout va se jouer. Allons-y, je prends la préparation à pleine main. Voilà. Et maintenant, comme avec un haché, je vais essayer de former une boule et voir si ça se tient. Et ça n'a pas l'air mal. Ça tient, mais c'est un peu fragile, hein. On voit qu'il n'y a pas de méthylcellulose dans la composition. Et ben, c'est dommage, parce que là, on aurait eu un truc impeccable. En tout cas, je vais faire chauffer une poêle, un peu de matière grasse, et on fait cuire, et on voit ce que ça donne. Allez, la poêle est chaude. Je vais remettre ma boulette là-dedans, et je vais la reformer. Ah oui, hein, ça tient, mais fragile, quoi. 4 minutes. Retournement de situation. Et pas mal, hein. Et voilà. Ah, ça se décolle bien. Ça tient. Bon, j'ai perdu quelques grains au fond de poêle, mais pas grand-chose. Finalement, ça a tenu. Voilà le résultat de ce steak à burger vegan de chez Coro. Plutôt pas mal, en fait, visuellement. Donc, résumons, il faut être plutôt délicat sur la cuisson, bien la poser doucement, cette boulette, la reconstituer dans la poêle, comme ça, elle tient. C'est 8 minutes de cuisson, 4 minutes par face. J'ai suivi les indications. Et le résultat visuel est plutôt probant. On a quelque chose qui est appétissant. Et voilà, pour 30 grammes de préparation, j'ai un steak à burger généreux, de bonne taille, qui irait bien dans un petit bun standard. Donc jusque-là, je suis satisfait, mais reste le test du goût. Car au-delà des apparences, nous cherchons les saveurs. Voilà. Bon. Mmh. Sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis agréablement surpris. La texture, on va pas faire de mystère, c'est de la protéine de soja texturée qui est agglomérée entre elles, tout simplement avec un assaisonnement
mais qui est un assaisonnement relativement neutre. Alors neutre au sens positif, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une préparation fade, mais ça laisse la place à la personnalisation et à être un bon support pour d'autres saveurs, comme les sauces et ce qu'on mettra dans notre burger, typiquement. Euh, c'est pas hyper salé, donc si vous avez envie de le tester tel quel, comme je l'ai fait, je vous recommande quand même une petite pincée de sel en plus, histoire de booster un peu les saveurs. Mais pour autant, c'est pas fade. Mais il me manque ce petit truc en plus. Après, c'est encore une fois des questions de goût personnel. Mais la texture est agréable, le côté un peu croustillant à l'extérieur, puisque ça a un peu grillé, et pas mal du tout. Ça reste tendre à l'intérieur, donc c'est bien cuit. Le temps de cuisson de 8 minutes me paraissait un peu long, mais finalement, c'est ce qu'il faut. L'expérience est plaisante. Et je me dis, bah oui, on pourrait le personnaliser, rajouter d'autres épices, peut-être aussi des échalotes finement hachées, quelque chose comme ça. Il faudrait peut-être pas aller trop loin parce que, encore une fois, quand même, c'est peut-être son seul défaut, c'est que la structure au niveau du liant est assez fragile et c'est pour ça qu'il faut y aller avec délicatesse quand on le dépose dans la poêle. Et ne met pas trop forcer non plus entre les mains. On compacte, on repose et après on filme dans la poêle et ça fonctionne bien, la preuve en est. En tout cas, franchement, le résultat final, moi, m'a convaincu. Je vais continuer à le travailler puisque j'ai encore de quoi faire, a priori, 9 portions de la même facture. Donc, je ne vais pas me priver pour en utiliser régulièrement. Et peut-être même l'utiliser aussi au sein de bolognaise, de sauce un peu viande hachée. Ça pourrait être intéressant. Bref. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les protéines de soja texturées, c'est une aide culinaire, un peu tout en un, qui vous permettra de vous familiariser avec cette protéine sous-estimée. Allez, une petite chaîne YouTube, ça fait longtemps. Alors cette chaîne, elle m'a été suggérée par YouTube, mais aussi par plusieurs personnes qui m'ont envoyé en message privé sur Instagram de la recommandation de regarder ça, parce que c'était sympa. Il s'agit de Top Vegan. Et alors, c'est une chaîne, à mon avis, qui va pas être largement alimentée, puisque concrètement, ça se passe aux États-Unis et ils ont repris le concept d'émissions culinaires comme Top Chef ou Master Chef, voilà, version vegan, avec des candidats, des épreuves, un jury, dans des cuisines, avec de l'argent à la clé et une formation culinaire. Et ça se déroule en 6 épisodes de environ 22 minutes de mémoire. Donc voilà, c'est complet, hein, c'est petit, hein, c'est petit. Mais j'ai trouvé la dynamique super intéressante de voir ce concours culinaire, donc pas télévisé, mais youtubisé, si j'ose dire. C'était super intéressant et très qualitatif comme production. À mon avis, entre le lieu et tout, ça a dû coûter assez cher à organiser. Cela dit, j'ai trouvé ça très inspirant. Et je me dis, mais si on avait un truc comme ça en France, bah, ce serait super cool. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et je vous laisse juge d'ailleurs en regardant les vidéos, je pense que ça a dû coûter assez cher. Parce que le local professionnel, les ingrédients, et tout, ça va vite chiffrer. Puis on voit bien qu'il y a de la production, il y a plusieurs cadreurs, il y a un vrai montage, bref, c'est une grosse équipe derrière, c'est pas juste filmer à l'iPhone vite fait. Donc, il y a de la qualité, les recettes sont plutôt intéressantes pour voir, comme toujours dans ce type de concours, comment des candidats s'en sortent avec un garde-manger où ils peuvent prendre ce qu'ils veulent pour créer quelque chose selon la thématique, et qu'est-ce qu'il en ressort selon leur culture, leurs inspirations. Et on voit pas beaucoup de trucs techniques, donc vous n'apprendrez pas grand-chose, mais c'est du divertissement vegan, donc c'est cool. Donc voilà, je voulais juste vous le signaler. C'est sur YouTube et la saison est complète, donc vous pouvez profiter de ce show rapidement, parce que ça, voilà, en une journée, on a tout vu. Si on a du temps sur un week-end, voilà, c'est pas grand-chose.
Alors, les amis, aujourd'hui, découverte d'un nouvel établissement. Enfin, nouveau pour moi, mais ça va être vraiment tout dans la nouveauté parce que on est chez Malabloom et Malabloom a pour spécificité de nous proposer un plat unique en son genre, une spécialité chinoise de la région de Sichuan dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, c'est l'occasion de découvrir quelque chose de différent. Ce plat, c'est le mala Jianggo. Et alors, voilà, comment ça s'écrit, hein, voilà, faut savoir le prononcer. C'est un plat composé soi-même avec différents ingrédients qui vont être cuits dans une sauce maison avec une dizaine d'épices et vous allez pouvoir choisir votre niveau de piment selon votre appétit, votre tolérance ou votre curiosité. Bon, vous imaginez bien que ça me fait vraiment vibrer de pouvoir avoir quelque chose de bien pimenté et je ne vais pas me gêner. À la base, le mala Jianggo, c'est un plat qui est à partager. Donc, il va falloir d'abord se mettre d'accord sur les ingrédients choisis et choisir le niveau de piment qui convient à la majorité des gens à table. Donc bon, voilà. Heureusement, il y a une autre chose, c'est que le midi, on peut faire le mala solo. Oui, le mala Jianggo, c'est un peu abrégé par mala, on va plus vite. Hein. Puis c'est moins perturbant parce que hein, c'est pas si simple à prononcer. Bref, donc il y a cette possibilité de solo. Je vous montre tout de suite. Ouais, je suis obligé de bouger la caméra en même temps. Vous avez le mala végé. Alors le mala végé, il est vegan, tout simplement. Est-ce qu'il y a des ingrédients non vegan à la carte? Oui, bah, il suffit de ne pas les mettre dans votre mélange si vous préférez le faire vous-même. Et il y a du tofu, il y a de la peau de soja, il y a des racines de lotus, de la pomme de terre, de l'aubergine, des champignons shimeji, du shiitake, des champignons noirs, les gnocchis, du chou, du bok choy, des nouilles de riz, des poules de soja, des pousses de soja, des nouilles de patates douces et des gâteaux de riz. Bref, il y a de quoi composer quelque chose d'assez original, sachant que tout va ensemble. Il va peut-être pas falloir mettre trop de nouilles de riz avec les gâteaux de riz plus le machin, ça va être un peu lourd, mais voilà. De toute façon, vous pourrez être aiguillé par un des serveurs et pas de problème. Donc, étant donné qu'aujourd'hui je suis tout seul, je pars sur le mala solo avec donc cette recette déjà préétablie, le mala végé, qui comporte de l'enoki, des champignons noirs, du tofu frit, du chou, des pousses de soja, de la pomme de terre, des nouilles de patates douces, des nouilles de riz. Mais pour commencer, j'ai commandé aussi un petit truc, des radis écrasés. Alors c'est un peu le concept du concombre frappé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai commencé par me faire plaisir avec une petite boisson, une spécialité de la maison, le Sichuan Iced Tea. Et effectivement, il y a pas mal de bêtes Sichuan là qui reposent sur la feuille de menthe. Voyons ça. Ah, c'est bon ça. Alors c'est très doux. Une note légèrement florale. On a presque une note un peu de fruits rouges naturels comme ça, alors que bon, on n'a pas. C'est très frais, c'est très aromatique. C'est marrant, ça me rappelle un petit peu la pâte de tamarin, pour ceux qui connaissent, au niveau de l'acidité et du truc. Délicieux. Et voilà, mon mala est servi. Alors, servi avec un bol de riz à côté. Parce que, effectivement, c'est pas un plat de pâtes avec des ingrédients ou un plat de riz avec des ingrédients. Il y a des nouilles à l'intérieur, mais c'est un ingrédient parmi tant d'autres. C'est pas l'ingrédient majeur. Et donc, ce que je pensais être une entrée n'est pas vraiment une entrée. Ce sont des à côté qui permettent d'aller du mala vers un autre ingrédient pour varier les plaisirs. Mais ça se mange en même temps. Voilà, les explications sont faites. Maintenant, passons à l'action. Sans plus tarder, parce que ça sent très bon. Et est-il nécessaire de préciser que j'ai pris le niveau le plus élevé en piment, le niveau 5? Ah non. Allez les amis, c'est parti. Franchement, ça a l'air pas mal du tout.
Mmh. Ah ouais. C'est hyper parfumé. Il y a un mélange d'épices. C'est juste phénoménal. Mmh. Bon, avec le petit piment, hein. Bah voilà, là, le tofu, il est bien cuit. On a le côté légèrement croûté à l'extérieur qui s'est imbibé avec la sauce, mais moelleux à cœur. Vraiment très 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 bon. Mmh. Alors au-delà du niveau de piment, il faut savoir aussi que vous pouvez parsemer votre mala par de la coriandre fraîche, des graines de sésame grillées et de la cacahuète. Par défaut, il y a les trois, mais vous pouvez vous abstenir si il y en a un que vous n'aimez pas, vous avez une allergie. Alors, ça sont nouilles. C'est vraiment un plat intense. Le niveau 5 est vraiment très pimenté, ce que j'apprécie. Je pense que dans un instant, j'aurai une petite goutte de sueur à l'arrière du crâne, mais c'est ce que je veux. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Ah, ça y est, les amis. Il y a la petite goutte sur le front, à l'arrière. Ah, voilà, c'est ça qu'on aime. Mmh. Goûter avec le riz, quand même. Bon, là, c'est juste du riz blanc classique, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mais voilà, c'est l'échange entre les plats qui est intéressant. Mmh. Je vais passer maintenant aux radis écrasés. Effectivement, ouais, qui sont bien écrasés et gorgés de sauce. Ah, c'est surprenant. On a le petit radis rose, mais qui a une texture qui est un peu plus tendre, un peu moins croquant, parce qu'en fait, en étant écrasé, la fibre est cassée et gorgée de l'assaisonnement. C'est très très bon. Au moins, c'est surprenant, c'est un truc que j'ai jamais mangé ailleurs. C'est sympa comme concept. Ah, les amis, faut pas plaisanter avec le piment ici, hein. Je suis à ce niveau tant attendu où je commence à voir un peu flou, tellement c'est fort. Bah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, avertissement de rigueur, ne faites pas les malins. Par rapport à un restaurant comme Trent Ranzai, dont je vous ai déjà parlé, qui a une échelle de 1 à 6, et un niveau secret 7-8 qui existe, là-bas, moi, je prends toujours 8 maintenant, et ça va, aucun problème. Là, le niveau 5, il est costaud. Alors, je ne suis pas à genoux, mais il n'en faut pas plus. Je trouve que c'est super intéressant de proposer enfin un plat qui est vraiment pimenté. Je suis totalement liquéfié. Mes organes fondent à l'intérieur, j'en suis sûr. Et je regrette pas, hein. Oui, oui, mais comme toujours, il y a souvent un rapport un peu sadomaso au piment. Plus ça fait mal, meilleur c'est. Et là, ça fait mal. Bon voilà les amis, je suis venu à bout de mon plat. Je me suis régalé, vraiment. C'est intense, c'est original, c'est plein de saveurs, c'est plein de textures différentes. Je trouve ça super sympa d'aller et revenir entre effectivement le mala lui-même, le bol de riz et puis mes concombres frappés. Ça donne encore plus un niveau ludique dans la dégustation. Mais au-delà de ça, ça donne de la fraîcheur et ça rééquilibre, ça calme un peu le feu de l'assiette. Et j'ai beaucoup aimé cette dynamique. Maintenant, je vais pouvoir savourer mon iced tea Sichuan, parce que vous devez le savoir, on ne doit jamais boire pendant qu'on mange des plats pimentés, sous peine d'activer encore plus la sensation de feu. C'est une erreur de débutant. Ne buvez pas, prenez sur vous, passez à autre chose. Là, je l'ai fini, je peux avoir mon dessert dans un verre. Et alors, vous savez quoi? Ici, il y a un gong, il y a une tradition. Pour ceux qui ont réussi à finir leur mala niveau 5 de piment, pour ces êtres rares, il y a
un rituel, une photo, le mur de la gloire, et on peut taper dans le gong. J'ai le droit. C'est l'heure de gloire. Voilà. À vous de jouer. Bon voilà, c'était la conclusion de ce repas un peu inattendu. Mais j'aime bien l'état d'esprit. Cela dit, je vous mets en garde. Hein. Ne jouez pas à ce petit jeu, ne faites pas les plus malins. Voilà. Vous pourriez le payer relativement cher. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de prendre du plaisir à travers le piment et de ne pas être juste dans la souffrance. Ne vous infligez pas quelque chose que vous ne pouvez pas endurer. Chers amis, je suis de retour chez Back in Black. Alors aujourd'hui, on va pas parler de dégustation de café. Ça, j'ai pas besoin de vous, je suis prêt. On va plutôt parler d'un des moments fondamentaux avant même la dégustation du café. On va parler torréfaction. Alors, n'ayez pas peur, ne partez pas, même si vous n'aimez pas le café, que ce n'est pas quelque chose qui vous fait vibrer au quotidien. Aujourd'hui, on va aborder ça un peu comme une question de culture générale. Qu'est-ce que c'est que le café, d'où ça vient, comment ça se produit, parce qu'il n'y a pas de magie. Avant d'arriver en petits grains foncés dans un sac, voire en poudre moulue, il s'est passé pas mal de choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec deux experts du domaine. Alors au fond, là, juste derrière moi, vous pouvez peut-être même l'apercevoir, il y a le torréfacteur, l'espace de torréfaction chez Back in Black pour KB Coffee Roaster. Alors, KB Coffee Roaster, pour ceux qui connaissent déjà, c'est un autre coffee shop au plus du coin de Pigalle. Mais en fait, c'est la même boîte, c'est juste deux lieux différents, donc avec deux noms différents. Par contre, la marque de café est commune. Donc, aujourd'hui, on va passer un petit moment avec Rémi et Connor, qui sont à la torréfaction et qui vont nous expliquer un petit peu tout ça, histoire d'y voir plus clair. Comment on fait du café? Parce qu'entre nous, il y a une énorme majorité de gens qui consomment du café, mais qui n'y connaissent vraiment strictement rien, qui n'ont aucune idée de l'origine même botanique. C'est juste de la consommation un petit peu aveugle. Et j'aime bien qu'on retourne aux sources des choses. Bon, ça y est, je suis dans l'antre de la bête. C'est là que nous allons découvrir tous les petits secrets d'une bonne torréfaction digne de ce nom. Et je vais commencer par poser quelques questions pour vous, pour moi, pour nous tous, pour en savoir davantage. Eh ben, salut Rémi, merci de me recevoir aujourd'hui pour me faire découvrir l'envers du décor. Alors, j'ai une première question pour toutes les personnes qui ne s'y connaissent absolument pas à la base. Le café, c'est quoi? Le café, c'est un fruit, c'est une cerise. Donc, c'est ça que des fois, on peut retrouver un peu d'acidité aussi dans le café, dans le produit final. Ça pousse entre les deux tropiques. Voilà. Bah, les explications sont simples. Et donc, en gros, est-ce qu'on peut dire que le grain de café, c'est le noyau de la cerise? Oui, exactement, oui, pardon. Effectivement, oui. C'est l'intérieur de la cerise. Il y a très très peu de chair. Ouais. Ça se mange, hein. Ça se mange, mais ça se mange sur place, dans les pays où il y a du café. Ça a un très bon goût, très doux, très sucré, mais il n'y a pas grand chose à manger, franchement. Donc c'est vraiment le grain intérieur qui est le plus important pour nous. On peut d'ailleurs également aussi consommer la peau de la cerise, le cascara comme on l'appelle, en infusion. On le fait ici, bon, ça. un peu, ouais. C'est bon, ça a effectivement un petit goût de cerise un peu florale. Ouais, cerise un peu florale. Intéressant, hein. Selon comment c'est séché, il y a des notes aussi un peu alcoolisées, un peu d'agrumes. Ah ouais, j'aime bien moi. Donc ensuite, une fois qu'on a, on a cette cerise, qu'est-ce qu'on en fait? Alors donc la cerise elle est récoltée à maturité par les caféiculteurs. Donc quand elle est vraiment bien rouge, gorgée de sucre. Certains d'ailleurs caféiculteurs un peu pointus mesurent le taux de sucre qu'il y a dans chaque cerise avant de les récolter. Ouais, d'accord. Après on va la récolter donc et faire un process dessus. Donc soit un process qui est lavé, dit lavé. Ouais. Donc on va. C'est plus commun. C'est ce qu'il y avait de plus commun il y a quelques années. Ouais. Maintenant ça part un peu dans tous les sens, mais du coup on va récolter la cerise, on va la dépulper avec une machine généralement, un dépulpeur. On va la laver, la rincer et la faire sécher sur des lits ou au sol d'ailleurs, directement sur les toits ou des patios dans les fermes. Ça c'est lavé. On a le process naturel qui a été fait beaucoup en Afrique pour des questions aussi d'eau et de simplicité. On prend une cerise, hop, on la pose, ça sèche. Voilà. Assez simple. Direct. Pas d'eau, donc la cerise va se recroqueviller un peu sur le
sur le grain, ça va amener plus ou moins de fruits, de côté un peu fruits matures, fruits mûrs, La fermentation. de la fermentation. Mhm. À une époque, il y a 10 ans, les cafés nature, ça goûtait un peu vraiment le moisi, parce que la fermentation n'était pas contrôlée. Et du coup, bah, on sentait vraiment le côté fruits moisis. C'était sauvage. C'était sauvage, voilà, très sauvage, très brut. Il y en a encore, mais c'est un peu mieux maintenant. Et entre les deux, il y a le process dit oni, ou miel, où on va dépulper une partie de la cerise. Donc, On laisse un petit peu. un peu plus ou moins. Donc, il y a white honey, red honey, yellow honey, black honey, selon ce qui reste autour. Et ça va apporter justement cette petite touche un peu de fruits en plus, de fruits mûrs, de fermentation en plus. Ok. Ça, c'est fermentation classique. Bon, et je tiens à vous rassurer, quand vous voyez un paquet de café avec marqué Honey Process, il n'y a pas de miel dedans. C'est une appellation. C'est bien vegan, vous inquiétez pas. Donc Rémi, là, on a un grain qui est a priori qui est bon, qui est bien, mais il reste encore vert. Donc ça Il- se consomme pas comme ça. Il reste encore vert. Après, il y a une petite partie aussi de tri qui va être fait juste après le process. Ok. Donc, section des défauts, retirer les pierres, les cailloux, Ah oui, les d'accord. grains qui sont un peu moisis, mangés par des animaux. Mhm. Tout ça, généralement, c'est des machines qui vont le trier. Mhm. Et le café va aussi reposer quelques temps dans le pays producteur, plusieurs mois généralement, dans les sacs, Ah oui, avec une petite parche qui sera retirée juste avant l'exportation. d'accord. Et après, ça met quelques mois à arriver en Europe. D'accord. Et donc il se passe combien de temps entre, a priori, une récolte et la livraison chez le torréfacteur? Chez nous, je dirais, ça peut se passer au moins 3 mois. D'accord. Au moins 3 mois, ouais. Ah oui, ça peut être long quand même. Ouais, ça peut être long, ouais. Et au plus court? Au plus court, un mois peut-être, un mois et demi, ouais, peut-être. Mais c'est pas C'est courant. C'est pas courant, non. Ok. Non. Bah, sachant que les trajets sont faits par bateau en container, déjà il y a au moins, selon d'où ça vient, au moins un mois, voire un mois et demi de trajet en bateau. Ouais. C'est déjà long. Après, ça part en avion, ce qui est pas terrible. Non. Et ce qui est pour les petites quantités, les petits lots, ça peut être très rapide. Ouais. Ok. Donc, une fois que le grain vert est prêt à être expédié, vous avez fait votre sélection, acheté des lots, et vous les recevez sur place, donc à Paris, Exactement. pour enfin les torréfier. Exactement, ouais. Et c'est ça qu'on va consommer. C'est ça. Le café vert, ça ne sert à rien en soi. Certains le consomment en infusion. Je crois que ça a des vertus diurétiques, mais on a déjà fait des essais avec Connor. C'était pas terrible. Ça Voilà. n'a pas beaucoup d'arôme, quoi. C'est un goût un peu végétal, un peu de haricots verts, l'eau de haricots verts en fait. Ouais, je vois. C'est vraiment comme une fève très dure qui est végétale, gorgée de chlorophylle, mais qui a pas beaucoup de goût comme ça. En gros, tu achètes des pois cassés, tu les passes dans ton moulin, tu les infuses, tu auras la même C'est chose. ça, c'est ça. Ok. Ça peut casser le moulin quand même. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir parce que moi, personnellement, je suis assez friand de tout ce qui est éthiopien. Mon petit bonbon, ma gourmandise, généralement, ça vient d'Éthiopie, quasiment à chaque fois, surtout lié Chefé, c'est vraiment les trucs que j'aime bien. Et j'ai constaté que j'en trouve pas toute l'année. Et si je l'ai bien compris, c'est normal. C'est normal, c'est comme les cerises. Moi j'adore les cerises, mais la saison est toujours super courte, tous les abricots. Ouais. Et bah c'est pareil pour le café, au fait, selon les pays, selon l'origine d'où ça va venir, et donc bah, le climat. Ça va pousser et être récolté à une certaine période de l'année. D'accord. Donc Éthiopie, la récolte c'est entre novembre et janvier. Donc ça va arriver selon la rapidité des process. 3 mois plus tard. Et au mieux 3 mois plus tard, exactement. Ouais. Et après tout dépend des torréfacteurs s'ils veulent le conserver sur une partie de l'année ou pas. Ouais. Nous, l'Éthiopie, par exemple, on essaye de quasiment faire la jonction entre les récoltes parce que c'est un café qui se conserve très bien en verre. D'autres origines, on va les avoir que pendant quelques mois. Et après, il faudra être patient et attendre l'année d'après, Oui, bah, c'est le but du jeu. Hein. la prochaine récolte, voilà. Mais tout comme les fruits et légumes, si on veut les manger en pleine saison. Ouais, donc les gens qui te disent moi, je n'aime que le café brésilien, je ne bois que ça toute l'année, et sinon je ne bois pas de café, c'est forcément qu'il y a un problème à un moment. C'est possible. Mais comme les gens qui mangent des tomates toute l'année, Ouais, c'est ce que je malheureusement. pensais. Comment est-ce que toi tu définis officiellement la différence entre un café de spécialité et le café de commodité? Alors officiellement, c'est je crois 5% du marché, enfin du café, Ouais. qui est utilisé. Et c'est le café, en fait, c'est noté sur une note de 0 à 100. D'accord. On met rarement 0, mais c'est de 0 à 100 l'échelle. Et au-dessus de 85, plus ça va être 10 specialty coffee. Donc là on est un peu sur le haut de gamme de ce qui se fait sur les récoltes
un peu partout. Exactement. 5% de la récolte de la production mondiale, quoi. Ok. Donc c'est pas grand-chose. Non, mais bon, c'est ce qui fait aussi sa justification de rareté, Sa de finesse. rareté, son prix, le travail des producteurs qui est derrière, de bien faire les récoltes, de bien faire les process. Donc on est très loin de la grosse cavalerie industrielle finalement. Le café de spécialité peut Oui. pas vraiment être industriel. C'est compliqué. C'est compliqué parce que généralement les volumes sont beaucoup plus petits. Ouais, le café de commodité, c'est des gros volumes, des grandes plantations, comme il y a dans peu de pays. On peut trouver ça au Brésil, des très grandes plantations avec plusieurs hectares. Mais des pays comme la Colombie, où c'est sur des pentes comme ça, c'est rare de trouver des gros volumes. Et ce qui intéresse le commodity, c'est l'uniformité du goût aussi. Oui, c'est un Et café donc- qui a pas de variable en fait. Non, qui toute l'année ne change pas, quoi. Ouais, c'est le but du jeu, les gens Du veulent coup, retrouver le même goût toute ouais. l'année et c'est ce qu'ils ont. Nous, on s'amuse justement à avoir des goûts différents et des profils différents. Ah, moi, c'est ce qui me plaît dans l'univers du café de spécialité, c'est vraiment de me laisser surprendre et pas retrouver le même goût d'un jour sur l'autre et voir que le geste même du barista ou ma main va influer sur le résultat final et que finalement, il y a aussi une autre étape dont on n'a pas parlé, mais dont on va beaucoup parler. C'est le travail du torréfacteur qui apporte sa touche. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand vous torréfiez, vous faites pas simplement cuire du café. Il y a un peu plus de complexité que ça. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment ça se passe? Alors bah déjà, nous on a fait notre section de café, donc normalement on va juste, la torréfaction ça va être juste une cuisson qui va sublimer le travail du caféiculteur. Normalement on n'a pas grand chose à faire à part respecter vraiment le produit. C'est vraiment comme un cuisinier. Donc ce qui va se passer c'est une cuisson comme le pain ou la viande, c'est la réaction de Maillard. Donc c'est la caramélisation des sucres. Ouais. Donc après, Connor, qu'on verra après, va juste faire une cuisson la plus précise possible, la plus répétable possible, qu'on va goûter après. Et on va choisir si on veut la pousser un peu plus, la pousser un peu moins, pour faire ressortir plus de fruits, plus d'acidité, plus de tel ou tel caractère du café qu'on a choisi. Donc en fait, il y a une base technique, une autre base qui est plus quasiment scientifique, et au Oui. final, quelque chose de beaucoup plus empirique, qui est testé, Bien ajusté sûr. selon le Bien sûr. terroir, selon ce que vous recevez. Chaque torréfacteur aura son style de torréfaction, comme peut-être un vigneron ou un brasseur pour la bière ou un cuisinier. Après, chacun choisit son style par rapport à ce qu'il veut faire ressortir et ce qu'il veut partager à ses clients. Nous, c'est vrai qu'on choisit vraiment je pense, de respecter le produit au maximum et de pas mettre de marqueur de cuisson dessus. Oui, C'est c'est un vrai. peu pour moi, c'est un peu comme la tartine de pain le matin qu'on met dans le toaster, quoi. Elle est plus ou moins grillée, on va mettre un peu de confiture dessus, ça dépend ce qu'on aime. Mais des fois, on peut la rater et trop la cuire et mettre de la confiture, ce sera pas terrible. Ça, nous, on le Ouais, veut le pas. côté charbon, enfin. C'est charbon, voilà. Ouais. Donc, nous, on veut pas ces marqueurs de cuisson, on essaie de pas les avoir. En tout cas, si on goûte et qu'on les a, le café partira pas en vente. Bon, en gros, ce que dit Rémi de manière très polie, quand il parle de marqueur de cuisson, on parle de ce vieux goût de pneus brûlés dans des cafés surtorréfiés. Et en fait, c'est une technique qui est très utilisée pour justement unifier le goût avec des grains de tout genre. Donc c'est pour ça que dans le café commodité, vous avez une amertume assez franche qui est une signature du café de commodité dans la majorité des cas. C'est parce que c'est cramé. Voilà. Et c'est volontaire. C'est pour lisser les goûts. Donc dans le café de spécialité, si c'est cramé, c'est qu'il y a un problème. Bon, merci Rémi pour toutes ces informations fort intéressantes. Je pense Plaisir. que beaucoup de gens ne sont pas du tout au courant de ce que c'est que le café à la base, ce qui est fort dommage. Puis maintenant, on va passer à Connor, le maestro, qui va nous montrer dans le vif du sujet comment ça se passe. Exactement. Allez, il va faire chaud. Et voilà Connor derrière sa machine. Alors c'est un torréfacteur qui est assisté par ordinateur, avec des écrans de contrôle, des courbes et tout ça, mais il va essayer de nous expliquer succinctement comment ça marche. Bon alors Connor, explique-moi un peu, tu passes ton temps à regarder les écrans ou tu Oui, appuies c'est quand même ça. sur la Non, machine? je regarde des films réellement. Enfin, c'est une machine de torréfaction, un peu, comment dire, un peu à l'ancienne. On est sur une machine tombeau avec des brûleurs en dessous. Mais là, l'écran, on a un logiciel qui enregistre des températures à plusieurs endroits dans la machine. Donc il y a des sondes. Il y a des sondes de température et aussi pour mesurer les changements de gaz et de tirage. Donc en gros, ce que je regarde, c'est tout simplement une lecture. Enfin, c'est un logiciel qui est en train de piocher toutes les informations de la machine à tout moment. Et moi, je suis en train de contrôler mon application de gaz, de tirage, de température, de temps pour pouvoir suivre des courbes de référence de torréfaction. Les courbes, c'est en fonction de température, axe Y, et temps, axe X.
Et donc, tu disais, le gaz, ça veut dire que l'énergie qui est utilisée, c'est du gaz. Exactement, c'est gaz de ville qui arrive derrière la machine, est sous pression, qui est en gros dégagé et flambé par des brûleurs Ouais, d'accord. qui sont placés sous le tombeau. C'est comme ça que la machine se chauffe. Il D'accord. y a des machines qui fonctionnent en électrique. Même il y a un torréfacteur qui fait feu de bois quelque part en France. Ah ouais. Voilà, il y a plein de moyens de chauffer ça, mais nous c'est gaz de ville, c'est plutôt pas mal. Ok. Ok. Donc là, tu viens d'aspirer, par une sorte d'aspirateur, le grain vert qui vient de remonter Tout à fait là-haut, et qui fait rentrer le grain vert dans la machine. dans un trémie. Dans D'accord. un trémie positionné au-dessus de la machine. Et dans pas très longtemps, je vais ouvrir la petite trappe qui le fait descendre dans le tambour et qui démarre la torréfaction. D'accord. Et là, le tambour, il est chaud. Il est très chaud, il est à 199 degrés Ah oui, seulement. et c'est parti. Donc là, à ce moment-là, la cuisson commence. Tout à fait. Je suis en train là de démarrer à une certaine température avec un certain énergie initiale, c'est-à-dire une mise en place de gaz, puissance de gaz des brûleurs, de température à plusieurs points dans la machine Ok. et suivre la courbe gentiment, tranquillement. Là, c'est un profil de référence, c'est-à-dire un café que j'ai déjà torréfié, goûté, contrôle de qualité, check, on est content. Et donc à partir de là, je veux tout simplement répéter la même chose. Donc là, je suis en train de faire des mouvements, des changements assez réguliers pour pouvoir vraiment enchaîner, répéter, toujours avoir le même résultat à chaque fois. On est parti pour combien de temps au niveau de la torréf? Celui-là, 13 minutes, ou enfin 13 minutes pile. C'est bizarre d'avoir des chiffres aussi ronds, mais 13 minutes. Petit Guatemala à laver. D'accord. Torréfaction espresso. Tu viens de me dire que tu fais une torréfaction pour l'expresso. Ça veut donc, en conséquence de quoi, dire que tu peux orienter ta torréfaction pour une méthode d'extraction particulière. Le café est ultra complexe, surtout les cafés que nous sommes en train de choisir. Globalement, c'est notre job de faire exprimer la complexité, la rondeur, le sucre, le corps. Globalement, pour l'espresso, on cherche une acidité moins vive et un corps plus rond, légèrement plus de sucre. L'espresso, on a parfois du mal à vraiment tirer le maximum de complexité qu'on peut avoir dans un café. Il y a des éléments qui manquent. Café filtre, ça se déguste sur une période très longue. On peut apprécier mieux une acidité plus complexe. Oui. Un fruit plus complexe, des aromates qui durent beaucoup plus de temps en carafe versus le petit shot d'espresso. Oui, qui se boit en 3 gorgées et C'est ça. on arrête là, quoi. Et C'est ça. Chaque torréfacteur, il va avoir son style. Il y a même des torréfacteurs qui font la même chose en espresso et en filtre. Ça, c'est un omni-roast, quelque chose qui fonctionne bien pour les deux. Je pense que globalement pour nous, nos torréfactions filtres sont quand même un tout petit peu plus développées. Question de tirer un maximum de sucre. Et les espressos sont un petit peu plus légers, histoire d'avoir un peu plus de complexité. Mais on fait toujours la distinction. Hein, pour espresso, c'est quelque chose de plus étiré et un petit peu plus développé. C'est-à-dire que ça passe un peu plus de temps dans la machine et ça passe un peu plus de temps dans la machine pendant une période assez clé dans la torréfaction qu'on appelle le développement, après la première craque. donc la question que je me pose, c'est que si tu achètes un café pour expresso, a priori, et que tu le fais en filtre style V60, est-ce que tu as un café qui est raté d'entrée de jeu ou est-ce que ça va quand même tirer quelque chose de bon? Pas du tout. Je pense que ça dépend globalement ce que vous cherchez
aromatiquement. Si vous cherchez quelque chose avec un peu plus de douceur, de rondeur, de corps, bah, pourquoi pas partir sur une torréfaction espresso. Certains torréfacteurs qui vont torréfier beaucoup plus foncé pour espresso ou vont faire des assemblages pour certains clients. Et là, on risque de pencher un peu plus dans l'amertume par défaut. Mais l'extraction est aussi complexe que la torréfaction. D'accord. On peut vraiment jouer en extraction, on peut jouer avec la température, la mouture, la dose de café, même la méthode en immersion ou en percolation. Mais bon, l'extraction, c'est un autre sujet. Ah oui. Les amis, forcément, vous entendez qu'il y a quand même pas mal de bruit parce que les machines sont expressives, on va dire, et il fait plutôt chaud. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, Connor a sa petite danse entre les différents indicateurs, les différents endroits dans la pièce. Il est très focus malgré qu'il me parle, mais c'est normal. Tout se passe relativement vite et il faut qu'il soit vraiment alerte et concentré sur son travail. Je ne peux pas le déranger plus que nécessaire. Connor, moi j'ai une question qui me taraude là. Le grain, quand il est dans le tambour, il est en contact avec la flamme? Non. Ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est des brûleurs. Ouais. Sur cette machine, c'est un petit peu spécial, ils sont placés sous la machine. En gros, il y a une flamme qui chauffe aussi une plaque en céramique. D'accord. Mais ces brûleurs chauffent le tambour, la paroi du tambour. Le grain ne voit jamais une flamme. Ça veut dire qu'il y a toujours un peu de chaleur de type conduction, comme quand on est en train de poêler quelque chose. D'accord. Mais il y a aussi de l'air qui est chauffé par les brûleurs, qui part autour le tambour et qui rentre dans le tambour. Et donc on a aussi un peu de convection, comme dans un four. Donc c'est une sorte de cuisson de tout angle. Et alors, quand on parle de tambour, on est bien sur une rotation, parce que je vois dans la petite lunette devant qu'on voit le grain qui tourne. En gros, on est sur un combo incroyable entre un four et une machine à laver. C'est-à-dire, on a des brûleurs qui chauffent le tambour, et dans le tambour, il y a des hélices qui sont en train de brasser le café, faire en sorte qu'il est toujours en mouvement. Enfin, il faut imaginer que si on applique des températures autour de quelques centaines de degrés à une matériel statique, entre guillemets, quelque chose qui ne se déplace pas, on peut très facilement la cramer. Il y a des hotspots, il y a des endroits qui chauffent très rapidement. Et donc, il est très important d'avoir ça toujours en rotation, toujours en mouvement. Ça permet aussi une meilleure répartition de chaleur entre les grains. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir cette sorte de pale là qui tourne le café? Bah, il est même tout juste sorti de la machine, il est toujours super chaud. Tu peux même pas vraiment la toucher. Non, bah, Très chaud. je vais pas essayer. Non, donc encore, si on la refroidit pas à ce stade-là, ça peut, peut-être pas prendre feu, mais changer un petit peu le profil aromatique du café. Ça va continuer à cuire. Donc le fait qu'il y ait une rotation, ça permet de refroidir le café? C'est plutôt en train de la maintenir en mouvement. D'accord. Refroidir le café. En gros, il y a un ventilo derrière la machine qui est en train de tirer de l'air à travers le café. Et là, ce que je viens de faire, c'est la laisser refroidir en rotation pendant une petite minute, histoire de vraiment faire le choc. Et là, on est sur, je l'ai étalé pour faire en sorte que l'air est aspiré de façon plus homogène à travers tout le lit de café, histoire que ça refroidit un peu plus rapidement. Ok. Donc maintenant que le café est donc torréfié, là, il est prêt à consommer ou il y a comme un petit temps de pause? Le café torréfié à ce stade-là, c'est assez clair comme torréfaction. On a passé une phase de développement, premier crack, il dégage de l'eau, en gros un peu en vapeur. C'est comme du popcorn.
Ouais. Donc ce petit crack qu'on entend après, après quelques minutes de torréfaction, ça dégage de l'eau, mais pas le gaz à l'intérieur. Donc là, il y a une période où si on voulait déguster ça tout de suite, ça serait un peu plat, ça va pas forcément s'exprimer au maximum. Il faut vraiment passer un minimum de 24-48 heures après la torréfaction avant que ça commence à peine à s'exprimer. Nous, dans les boutiques, on fait dégazer nos espressos 5 à 6 semaines avant l'utilisation. Ah oui, en semaine. Ouais. D'accord. Ouais. Filtre, c'est un petit peu différent. Ouais, on m'a toujours dit 7 jours entre Ouais. la date de torréf et la Ok. dégustation. Je pense que dans un idéal, quelques jours, c'est là où on va commencer à vraiment faire exprimer tout ce qu'on peut espérer d'un café, Ouais. tout ce qui est complexe. Mais pour l'espresso, nous, on a trouvé un certain niveau de stabilité, vraiment de stabilité en extraction. Parce qu'encore, c'est comme la torréfaction. L'extraction que nous, on espère obtenir en coffee shop, en boutique, c'est de trouver la meilleure recette le matin et pas bouger de ça, ou vraiment trouver le meilleure recette que possible. Et donc, on veut un niveau de stabilité, et donc on attend un certain temps de dégazage en seau pour faire en sorte que ça soit vraiment à son maximum de qualité, vraiment son optimum. Faire en sorte que tout ce qu'on sert en espresso, cappuccino, quoi que ce soit exceptionnel. C'est le but du jeu en fait. Oui. Mais alors du coup, il y a la question inverse. Après combien de temps, après la torréfaction, un café est encore bon avant de perdre vraiment son profil? Je veux dire 2 à 3 mois. Donc là, les 5-6 semaines, on sait que quand on commence à utiliser ça sous 5-6 semaines, on va l'utiliser genre immédiatement et on va le consommer sous quelques jours. Pour quelqu'un qui a un paquet de café à la maison, vaut mieux la utiliser sous les 2-3 mois. Ok. Mais pas plus. Après, ça Ouais. s'évente en fait. Le moment quand on met le café, les grains, en contact avec l'air, avec l'oxygène, ça commence à dégrader. Là, tant que le paquet est bien fermé, bien gardé, il n'y aura aucun problème. Ça sera toujours aussi apprécié. Super. Bon, Connor, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir, C'était chouette. J'ai appris beaucoup de choses. j'espère. Tu Ouais. peux revenir quand tu veux. Là, tu sais que je reviens tout le temps. Oui, je sais. Ouais. J'espère que ça vous a vraiment intéressé, que vous aussi, vous avez appris des trucs. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accéder à ce genre de petites informations qui sont pourtant primordiales pour mieux comprendre ce qu'on consomme au quotidien. Enfin, pour moi, c'est important. Donc, j'avais envie qu'on partage ça ensemble. Et alors, à ce stade-là, vous avez peut-être envie de goûter un des cafés torréfiés par Connor. C'est quelque chose qui est possible. Alors, soit vous allez chez KB à côté de Pigalle, soit vous allez chez Back in Black et peut-être que vous me croiserez, ou alors vous commandez sur leur site internet. Voilà, tout simplement, il y aura le lien en barre d'infos. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il est important de faire vivre vos torréfacteurs locaux. Partout en France, il y a des torréfacteurs qui ont un savoir-faire. Et n'hésitez pas à vous renseigner, poser les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, tirez un petit peu l'enseignement de ce qu'on a vu aujourd'hui. Un café de spécialité, le grade, la note. Est-ce que vous avez quelque chose à 85+? Si en face vous avez un torréfacteur qui ne sait pas de quoi vous parlez, c'est mal parti. Par contre, si vous donne tout de suite des informations et qu'il vous parle de la ferme, du prénom du récoltant et de l'altitude et de... Quand on commence à discuter avec un torréfacteur, on sait qu'il aime son métier et qu'on risque bien de se régaler. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, indéniablement, on est dans un soir où je suis dans la grosse flemme. J'ai juste envie d'un truc rapide et je vais vous montrer. Je vais vous montrer une de mes petites astuces que je fais assez fréquemment, à savoir utiliser une boîte de légumineuses, alors soit des lentilles et des pois chiches, ou là des haricots blancs un peu italiens, et les faire cuire avec de la protéine de soja texturée, un mélange d'épices, et puis un petit truc pour faire un plat complet, roboratif, facile, mais voilà, sans effort.
Bon, voilà. Rapide. Alors, ouais. C'est pas le plat le plus sensuel du monde, hein. Ça c'est sûr que c'est brut. Mais voilà. C'est le prix à payer pour la rapidité, la simplicité, tout en ayant quand même du plaisir. Donc, goûtons. C'est la première fois que je fais ça comme ça dans cette version, hein. J'étais inspiré. Voilà. C'est bien. C'est bon. C'est ce que je voulais. Moi, ce que j'aime dans cette technique, c'est effectivement un petit peu l'idée de tout mettre ensemble, laisser cuire 10 minutes. Petite finition avec une crème végétale, ou alors effectivement du tahina, ou du beurre de cacahuète, quelque chose, des herbes, et puis on n'en parle plus. Voilà, c'est très bien. On a une inspiration légèrement italienne, de loin. En tout cas, je ne vais pas me plaindre de manger ça ce soir. C'est une preuve de plus, d'ailleurs, on peut se passer de simili carne pour faire un repas protéiné. Oh oui. Et voilà les amis, c'est une fin de journal. Bon, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, c'est déjà bien. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. C'était un contenu dense, donc je vous laisse digérer. Bon, comme toujours, hein, n'oubliez pas de me soutenir, si vous le voulez, de plein de manières possibles. C'est très important et j'apprécie grandement. Je vous vois. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!